Bonjour à tous, merci de faire partie de ce groupe de réflexion et j'espère que tout cela va vous intéresser. Donc, vous êtes sur le groupe de réflexion, faut-il rééquilibrer la collaboration en éducation thérapeutique entre usagers, partenaires et professionnels? Je suis Sarah Marsan, la directrice de la Maison de la Nutrition Diabète et Cœur, qui est un centre d'éducation thérapeutique à Bordeaux avec une équipe mobile dans toute la Gironde. Et je laisse se présenter Monsieur Delaveau. Oui, je suis docteur Delaveau, je suis responsable de l'UTEP au CHU de Limoges et responsable pédagogique à la faculté de médecine et pharmacie sur l'ETP. Voilà. On va faire très brièvement un tour de table pour savoir qui est qui, très brièvement, c'est-à-dire le nom, prénom et puis votre structure. Je laisse la parole à Daniel Dussopt. Je lis en même temps sur les, sur les images. Hein. Allez-y, Daniel. Alors, Daniel Dussopt, je suis bénévole à APF France Handicap, mais j'adhère à l'ETNA à titre personnel. Au sein de l'APF, nous avons une équipe d'éducation thérapeutique du patient destinée essentiellement aux personnes qui présentent un handicap moteur. Et je suis patient expert ou père émulateur, je ne sais pas comment l'appeler. Au sein de cette équipe, j'ai suivi la formation de 40 heures en même temps que les professionnels de l'équipe. D'accord, très bien, bravo. Peut-être au groupe de, j'ai sur une image 3 personnes créatives. Bonjour mesdames. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Aurélie Desmazeaux, je suis ergothérapeute et donc je suis sur le centre hospitalier Henri Laborie, donc en psychiatrie. Et donc, ça m'intéressait d'être parmi vous et sur ce thème en particulier, puisque donc je suis sur l'animation du groupe Pro-Famille. Voilà. Bonjour, je suis Edwina Marceteau, je suis une père aidante. J'ai fait la formation des 40 heures en ETP. Donc voilà. Bienvenue. Oui, et j'interviens sur l'ETP schizophrène. D'accord. Voilà, moi c'est Nathalie Albert, je suis infirmière sur Créative et je participe à l'ETP notamment dans le cadre du programme Pro-Famille auprès des aidants. Très bien. Ensuite, une autre personne peut-être? Oui, alors je suis désolée. Bonjour, ma caméra ne fonctionne pas. Je vais me reconnecter tout à l'heure. Oui. Je suis donc docteur Pauline Kongambega, ancienne praticienne hospitalier au CHU de Pointe-à-Pitre, formée en ETP, master EDU, Pierre Marie Curie et Bordeaux. Et actuellement, je porte depuis très peu de temps un pôle de ressources en ETP que je suis en train de mettre en place, le premier pôle de ressources en ETP pour la Guadeloupe. Ok. Voilà. Je suis désolée, je vais me reconnecter pour activer ma caméra. Je reviens en séance tout à l'heure. Amandine Guillon. Oui, bonjour, Amandine Guyon, je suis chargée de projet à l'IREPS Antenne Charente-Maritime en éducation thérapeutique. Entre autres, j'ai la chance de pouvoir former aux 40 heures et à la coordination de programme, mais aussi d'accompagner les acteurs du territoire des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, parce que je suis à cheval sur les 2 départements. Voilà. Très bien. Une autre personne qui prend la parole? Bonjour. Donc, moi, je suis infirmière à Zalé dans une maison de santé avec 7 médecins généralistes. Il y en a 3 qui sont formés à l'ETP. Et voilà. D'accord. Maison de santé, dans quel département vous êtes? Dans le 82, dans le Tarn-et-Garonne. D'accord, très bien. Allez, Floriane Camus. Oui, bonjour, je suis Floriane Camus, je suis infirmière et je travaille à l'UTEP de l'Allier, donc pas dans la région, mais la thématique m'intéressait. D'accord. Isabelle Jacques.
Oui, bonjour Isabelle Jacques. Moi, je suis animatrice de santé publique au centre hospitalier de Saintes en Charente-Maritime, formée au 40 heures ETP et sur une vie antérieure en Lot-et-Garonne à l'origine du programme EDIA 47 pour les diabétiques de type 2 et à la base de la création de l'UTEP du centre hospitalier d'Agenerac. Voilà, actuellement donc en Charente-Maritime. D'accord, très bien. Et ensuite, il y a atelier de cuisine. Non? Ils ne sont pas sortis de table, c'est pour ça. Non. Encore d'autres personnes autour de cette table qui ne s'est pas présentée? Bon, eh bien, écoutez, on commence, Monsieur Delaveau? Avec plaisir. Voilà, donc avant de discuter et de réfléchir ensemble, on va vous présenter une histoire vraie qu'on va jouer avec Monsieur Delaveau pour essayer de nous permettre de lancer le débat. Et en fait, il s'agit ici d'une conversation téléphonique entre une directrice des soins et un responsable de l'UTEP. Bonjour, je suis la directrice des soins et nous venons d'être saisis d'une plainte d'un patient suivi dans le service d'hématologie qui a bénéficié de séances d'éducation thérapeutique. À la suite de ces séances, il a présenté une aggravation de son état car il a suivi les conseils d'un patient expert présent lors de ces séances. Et ce sont les conseils de ce patient qu'il met en cause. Connaissez-vous ce patient, monsieur? Non, je ne le connais pas, mais je vais me renseigner auprès du service d'hématologie. Bon, ben, très bien. Merci de me tenir au courant. Voilà, donc je vous rappelle parce que suite à votre demande, j'ai pris connaissance des circonstances d'intervention de monsieur L, donc le monsieur incriminé. Le responsable de service m'a indiqué ne pas connaître ce monsieur et du coup s'est renseigné auprès du cadre de santé. Le cadre de santé est au courant du souhait d'une infirmière d'associer un patient pour animer les séances de TP. Il ne savait pas qu'il était intervenu et s'est renseigné auprès de cette infirmière. Selon les propos d'infirmière, elle souhaitait tester l'apport de ce monsieur, L, lors de 2 séances. Selon elle, tout s'est bien passé. Les autres patients étaient contents, l'infirmière aussi, et donc elle ne comprend pas ce qui a pu se passer car tous les messages ont bien été étayés, travaillés dans le groupe dans lequel ils étaient 5. Selon l'infirmière, monsieur L est un patient qu'elle suit, elle le connaît, qui est très motivé pour accompagner les autres patients, il est très calme, attentif et connaît bien sa maladie. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci pour ces renseignements. Je vais recevoir en tout cas le patient plaignant avec l'accord de la direction, tout simplement pour le remercier de nous avoir permis de mettre en lumière divers points selon lesquels nous devons rester attentifs à l'avenir sur la contribution ô combien nécessaire des patients partenaires au sein de nos programmes et nous allons améliorer les conditions pour favoriser ce partenariat. Donc là, on vous a joué une histoire, une petite histoire, une histoire vraie. Et on voudrait savoir à travers cette histoire que vous dit cet exemple et quelle interrogation cela génère-t-elle? Est-ce que déjà tout le monde a compris, malgré nos piètres, je suis une piètre actrice, est-ce que vous avez compris un peu la situation dans cette scénette? Est-ce que vous avez bien entendu d'abord? Voilà, vous avez bien entendu. C'est une histoire que moi j'ai vécue au CHU à Limoges et c'est vrai qu'on s'est trouvé embarrassé. Alors l'UTEP, on gère les conventions des patients. Et donc, on les connaît, a priori, les patients intervenants. On ne les forme pas tous, souvent ils se forment ailleurs, mais normalement, on les connaît. Et puis, est arrivé cet avatar en disant personne ne le connaissait, ni nous, ni le chef de service, le cadre vaguement. Et du coup, l'infirmière qui a eu raison, qu'elle a bien fait, elle a commencé à préparer son processus
avec des critères éthiques, c'est-à-dire de voir comment se comportait ce patient qu'elle connaissait vis-à-vis des autres. Et le retour qu'elle avait eu était très positif. Sauf que ce patient s'est plaint et il dit que c'est à cause de c'est sa conception, c'est son expérience, c'est ce qu'il nous dit. Bon, c'est sa compréhension. Par contre, ça induit tout un tas de réflexions sur la place de ces patients. Et on parle de équilibrer, de rééquilibrer. Donc, comment avoir un partenariat ou trouver les points d'équilibre pour que ce patient pour que les patients puissent avoir une vraie place. Comment favoriser, je dirais, voilà, au niveau, comment favoriser plein de points qu'on vous a cités là, parce que derrière ça nous a, nous, interrogés et du coup, on a mis en place tout un processus éthique, juridique, que pour justement essayer de répondre à toutes ces questions qui ont été posées par un cas tout simple, mais qui nous a quand même fait cogiter. Et du coup, comment on peut faire déjà dès le recrutement? Vous voyez, le recrutement, elle l'a fait, voilà. Elle l'a inscrit dans un choix d'intervention, voilà. Il avait eu une formation de 40 heures, bah oui. Et après, comment l'organiser, et puis qu'il soit connu, et etc., etc. Voilà. Et du coup, c'est vrai que un patient qui intervient dans un programme, on voit qu'on a parlé ce matin de savoir d'expérience, tout le monde a des savoirs d'expérience, mais il faut savoir que ces patients qui interviennent ont un poids considérable dans les apprentissages, considérable. Ils sont très écoutés. Après, les gens, comme on dit, vous diffusez des messages et après, ils le comprennent à leur manière. Et puis, ils l'appliquent à leur manière. Ça ne veut pas dire que la personne, là, on n'a pas remis en cause la qualité de l'intervention, mais on s'est dit, il y a un processus éthique, que l'éthique, c'est tout un processus qui n'était sûrement pas engagé comme il fallait. Voilà. Donc, voilà comment c'est ce qu'on souhaite vous porter à votre connaissance. Et du coup, de chercher tous les points d'équilibre au niveau de recrutement, de choix d'intervention, voilà, toutes les questions que ça vous amène et les choix que vous pourriez faire pour que ça se passe au mieux. Voilà. Que le patient soit vraiment un vrai partenaire, parce qu'on parle d'usager partenaire, que ce soit un vrai partenaire. Voilà, et que ce ne soit pas quelqu'un qu'on prend de temps en temps, et puis on lui dit, voilà, vous revenez, etc. Parce que là, ils vont vite se désengager. Est-ce que c'est clair dans cet exemple? Voilà. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est, à travers de ça, de toute votre réflexion, votre expérience, si vous en avez, je pense, avec d'autres patients, et comment vous verriez les choses, et qu'est-ce que vous pourriez proposer pour trouver des critères d'équilibre, voilà, et favoriser l'éthique du processus. Voilà. Je voudrais poser une question, si c'est possible. Vous pouvez. Oui, je voudrais savoir, ce patient faisait-il partie complètement de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe de professionnels, a-t-il participé aux réunions de préparation des séances? Est-ce qu'il était vraiment intégré complètement à cette équipe ou bien est-ce qu'il était simplement invité à participer une fois les séances prêtes et mises au point? Alors, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que, comme on vous l'a dit dans l'échange, elle voulait le tester. Elle voulait le tester, donc alors souvent les patients, c'est des patients que les soignants connaissent comme ça, et dans la discussion, ils sont intéressés. Ils ne viennent pas forcément d'une association, hein, voilà. Et c'est des patients tout venant. Et puis là, elle a un programme, et elle s'est dit, tiens, chic, enfin un patient qui semble intéressé, et j'en ai pas dans mon programme.
et du coup, j'aimerais le tester. Donc, il n'a pas participé à toute la préparation et comme vous dites, il n'est pas vraiment intégré dans l'équipe au sens large, mais elle l'a testé. Ouais. Et donc, ce que vous soulevez, c'est comment, justement, l'organiser et l'intégrer comme membre de l'équipe. C'était le point 4, là. Voilà. Et du coup, et ça, c'est un point que vous soulevez qui est essentiel. Voilà. C'est-à-dire, là, on l'a mis en difficulté, mais bon, bien sûr que la personne était embêtée, mais bon, on l'a rassuré, c'était pas un souci. Mais c'est vrai que ça nous a obligés, nous, à tout réorganiser. Hein. Alors, du coup. La meilleure façon de le tester, c'était de l'intégrer à l'équipe de préparation des séances. Là, c'était la bonne occasion de voir son comportement et ce qu'il pensait, etc. Oui, sauf que quand le programme existe déjà et qu'il y ait des turnovers de patients partenaires, comme il y en a aussi dans l'équipe de professionnels de santé, c'est difficile. On ne refait pas le programme tout le temps et donc l'équipe ou le patient doit s'intégrer lui aussi dans le programme puisqu'il est déjà mis en place. Et un programme est évolutif en fonction des patients qui vont participer. Tous n'ont pas exactement les mêmes souhaits, les mêmes besoins, les mêmes projets de vie ou de santé. Mm-hmm. Et donc, au moment où on finalise la préparation, où on l'adapte au groupe, c'est peut-être la bonne occasion d'intégrer le patient expert. Vous voulez parler, vous, de préparation des séances et non du programme en lui-même. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait, ok. Si je puis me permettre, alors je m'excuse, je vais en retard parce que j'ai des problèmes de connexion importantes. J'espère pouvoir rester, ne pas être coupé. Moi, je pense que un patient éducateur, c'est avant tout un éducateur thérapeutique. Sa spécialité, c'est le vivre avec la maladie chronique. Et quand ils intègrent une équipe, un programme, eh ben, on devrait mettre en place, comme n'importe quel autre professionnel, une période d'essai pour voir si et le formaliser. Personnellement, je suis patient, éducateur et coordinateur de programme. Je suis également formateur en ETP et je pense que voilà, pour moi, c'est un membre de l'équipe, au même titre que l'infirmière, que le médecin, que le psy ou la diète, peu importe. Et il y a des règles. Quand on rentre dans un programme, on accepte ces règles ou pas, hein, c'est au libre choix de chacun. Mais de mettre et de le formaliser par écrit une période d'essai à laquelle on fait un bilan pour voir comment le patient a vécu ça et comment l'équipe a vécu son inclusion, je pense que ça peut éviter des conflits et ça pose déjà des bornes. D'accord. Alors du coup, quand vous dites qu'il faudrait le mettre à l'écrit, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut écrire un guide du patient intervenant? Il y a déjà des fiches qui ont été travaillées et qui sont publiées par Aetna. Il y a un mode d'emploi. Moi, je pense qu'il faut conventionner la personne, qu'elle arrive par une association ou par le recrutement dans un service ou autre. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est conventionné, où tout est écrit, on a les mêmes règles du jeu. Et ça ne laisse pas place à une interprétation personnelle de propos. Effectivement, je suis d'accord. Ouais, c'est valable dans un sens comme dans l'autre. Pour avoir vécu personnellement
quelque chose de très inconfortable dans une équipe où on est venu chercher les patients éducateurs pour écrire un programme. Là, on a été mis en place on a participé à tout de A à Z. C'est même les patients qui ont écrit les ateliers parce qu'ils avaient plus d'expérience en éducation thérapeutique que les soignants qui portaient le programme. Ça, c'était il y a 6 ans. Entre-temps, les cadres de santé, 4 années de programme, 4 coordinateurs différents, les cadres qui changent, le personnel qui va, qui vient. Et là, on dit maintenant aux patients éducateurs qui sont à l'origine de ce programme, oui, non, mais vous n'êtes que des patients experts. Vous ne faites pas partie de l'équipe éducative. Alors qu'ils ont créé tout de A à Z, mais parce qu'ils voulaient partager ça avec l'équipe. Et je pense que si au début, ça avait été formalisé avec un qui fait quoi signé par tout le monde, aujourd'hui, on dit à ces patients, oui, mais vous avez la preuve de ce que vous dites? Oui, parce que là, c'était une nouvelle équipe, en fait, et qui n'avait pas connaissance peut-être aussi de l'historique du programme. N'a pas ou ne veut pas, parce que voilà, et que je trouve ça quand même inconvenant et humiliant quelque part pour les patients qui se sont investis depuis des années, qui sont montés en formation, qui se forment régulièrement en allant sur des congrès médicaux pour se tenir au courant de tout ce qui se passe, des nouveautés, des choses comme ça, qui vont au congrès de TP aussi, qui font beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on leur dit ouais, non, mais vous êtes accessoires, c'est nous qui décidons. De toute façon, c'est l'établissement qui porte le programme. Pour moi, c'est pas une notion d'équipe et ça va à l'encontre des valeurs de l'ETP. D'accord. Ça n'est ni une notion d'équipe, ni une notion de démocratie en santé. Eh oui. Pourtant, il y avait une bonne intention derrière. Il y a toujours une bonne intention d'associer des patients. Donc, si je dis au niveau du recrutement, dès le recrutement, indépendamment de la formation, c'est de voir à la fois qu'il y ait un partage de ce guide, qu'il y ait un rôle clair de chacun, que ce soit conventionné, c'est ça que vous me dites, et que dès le démarrage, qu'il y ait une réunion d'équipe pédagogique dans laquelle le patient va trouver sa place et aura son rôle à jouer au sein de l'équipe. Et derrière, ce que vous dites aussi, de favoriser le retour d'expérience avec le patient partenaire. C'est ça, hein? Oui. Après, il faut faire aussi, me semble-t-il, pour les patients, on a envie de partager notre expérience, on a envie d'aider les gens, mais il faut aussi avoir fait un certain chemin et avoir atteint un certain seuil de résilience parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, mais entre vouloir et pouvoir le faire, c'est pas si évident que ça. Et que parfois, pour aller aider des patients, on est obligé d'aller chercher des choses dans notre vécu et il faut avoir fait la paix avec certaines choses, avoir atteint un certain seuil de résilience sur beaucoup de choses pour pouvoir aider. D'accord. Donc, il faut une posture, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Je rebondis avec ce que Madame Novak a dit et Madame Dussault par rapport aux patients ressources, peu importe la typologie puisqu'il n'y a pas d'appellation officielle mentionnée. Le lien aussi avec patient médiateur santé pair, qui là est un professionnel de la structure qui est financée, alors peut-être pas à la hauteur de ses compétences, bien évidemment, mais qui positionne les choses un peu différemment entre la personne qui peut être recrutée à un moment donné avec un conventionnement, même si c'est très bordé, et le médiateur santé pair qui est au départ en psychiatrie, mais après qui a été développé dans d'autres pathologies.
Et voilà, il y a un petit distinguo quand même, je trouve, entre ces deux types de conventionnement, on va dire. Parce que ça a été évoqué tout à l'heure par Madame Dussault, Madame Novak, le conventionnement qui borde les choses, qui protège les uns et les autres et qui dit qui fait quoi, qui régit un petit peu et qui fait partie à part entière, et ça je suis d'accord avec vous, mesdames, de l'équipe, bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que, Madame Guillon, est-ce que vous entendez que ce qui serait quand même très intéressant, c'est qu'on puisse rémunérer l'intervention des patients, soi-disant dits bénévoles? On est d'accord. Au moins défrayer dans la mesure du possible. Ça serait quand même une belle reconnaissance de ce qu'ils mettent à disposition. En tout cas, c'est quelque chose qu'on réfléchit, nous, dans les formations 40 heures, quand on a des coordonnateurs ou même des membres de l'équipe, dont des patients. Et on y réfléchit. Alors après, il y a d'autres moyens, puisque officiellement, il n'y a pas d'enveloppe qui est dédiée, en tout cas quand on n'est pas médiateur santé-père, il n'y a pas d'enveloppe qui est dédiée. Par contre, il y a d'autres rémunérations potentielles. C'est-à-dire que moi, dans mes formations, quand j'ai la possibilité, je fais intervenir des coordonnateurs de programmes et cette rétribution que je retransmets, elle va pour rétribuer les patients intervenant dans les programmes. Et ça, j'y tiens et j'y mets une ligne dans la convention de formation pour faire intervenir un coordonnateur, mais que cette somme qui est allouée dans son intervention retourne, si possible, en défraiement ou sous une autre forme, peu importe, au niveau de la structure, pour gratifier les patients qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à disposition. Ouais, c'est sûr. Bonjour, je me présente, je n'ai pas encore pris la parole. Je suis Nicolas Philippot, je suis un patient partenaire, patient expert au CHU de Lille sur l'insuffisance cardiaque et la greffe de cœur. Je participe à la conception de programmes en éducation thérapeutique. Je fais de la formation aussi auprès de soignants en éducation thérapeutique. Et puis, j'interviens bien sûr auprès des patients dans des ateliers d'éducation thérapeutique. Pour vous partager un peu mon expérience à Lille, qui je pense doit vous intéresser, en fait, les patients, c'est assez récent, là, le patient partenaire, patient expert, on vient de créer une convention avec une charte du patient. Et donc, c'est un contrat vraiment de patients intervenants bénévoles dans l'institution, qui est bien sûr indemnisé, donc les kilométrages, s'il y a des repas aussi, des choses comme ça, qui est indemnisé. Et on a un tuteur aussi, un responsable qui co-signe avec nous le contrat, et avec l'institution, en fait, ces 3 signatures, quoi. Et là-dessus, c'est vrai que c'est déjà, ça permet de conventionner, ça permet déjà d'implanter un rapport important avec toute l'équipe de soins. On travaille toujours avec une équipe de soins, ça c'est obligatoire. Et on est inclus vraiment directement aussi bien dans la conception. Il y a eu la conception des programmes d'éducation thérapeutique, moi j'ai participé à ça, mais dès qu'il y a les ateliers, en fait les réunions avant atelier, on est inclus dans ces réunions-là pour pouvoir avoir tous ensemble le même discours et ensemble essayer d'amener l'atelier à l'endroit où on souhaite qu'il aille, quoi. Ça, c'est important. Et puis aussi, à la fin, il y a aussi bien sûr des restitutions, des débriefs qui sont hyper intéressants et valorisants, surtout sur des sujets comme la greffe cardiaque, par exemple, là, qui est quand même un sujet assez compliqué psychologiquement. C'est des ateliers qui sont faits pour les patients, mais aussi pour les familles et les accompagnants, qui se posent aussi beaucoup de questions. Donc, c'est beaucoup du savoir expérientiel pour le coup. Hein. C'est pour la place du patient expert. On est vraiment sur l'expérience, sur c'est quoi vivre avec un greffon, c'est quoi vivre à la maison après une greffe cardiaque. C'est vraiment ces sujets-là qui sont hyper importants. Donc, nous, voilà, c'est vraiment cadré. C'est très respecté. Il y a une lettre de mission et il y a une date de début, une date de fin de mission. On parlait de une période d'essai, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, le contrat peut être arrêté à n'importe quel moment. Et dans tous les cas, on revisite le contrat à la fin de cette date de mission. Aussi bien parce qu'à un moment donné, le soignant peut se dire, bon,
ça ne fonctionne pas, mais aussi parce que il faut protéger le patient partenaire aussi, qui est quand même un patient avec ses pathologies et qui à un moment peut se fatiguer sur différentes choses et on peut voir que ça ne matche pas. Donc il y a ça aussi, voilà, début de fin, lettre de fin et de mission aussi qui est super important. Voilà pour l'expérience sur l'île. J'avais une question, moi, parce que vous dites il est rétribué, il y a une convention tripartite, ok. Vous dites qu'il est indemnisé, les kilomètres, les repas, mais qui indemnise? Est-ce que c'est une forme de salariat de la structure qui est financée par un appel à projet de l'ARS? Comment est-ce que vous savez ça? Je pense que c'est une enveloppe du CHU de Lille sur tout ce qui est éducation thérapeutique du patient. Ouais. Donc, c'est un choix qui a été fait par la structure. Voilà. Et en fait, de ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ils ont réorganisé la structure de suivi greffe pour pouvoir, à l'intérieur de demi-journées d'hospitalisation, pouvoir placer aussi le patient expert. Alors là, on n'est plus sur l'éducation thérapeutique du patient. On est sur un patient partenaire qui peut venir, en plus du psychologue, amener une conversation avec un patient en tête-à-tête. Donc, on est sur c'est de l'éducation thérapeutique hors atelier éducation thérapeutique, on va dire. Hein. Mais voilà, ils ont réussi à inclure un temps de partage comme ça dans une journée d'hospitalisation où les personnes viennent signer les contrats comme quoi ils sont OK pour la greffe. Et nous, on peut venir sur leur demande, faire une intervention, une discussion simplement pour parler de notre expérience. Il y a toujours avant, bien sûr, un rendez-vous avec nos soignants. Moi, par exemple, je ne dois pas toujours tout dire ce qui m'est arrivé pour la greffe, pour pas trop faire peur non plus. Parce que j'ai eu un parcours assez compliqué. Mais pour d'autres qui ont ce parcours compliqué, leur dire que c'est possible. Et du coup, là, je peux tout dire. Voilà, au niveau des financements, ça sort un peu de mon domaine de compétences, mais en tout cas, ils ont réussi. Donc, Monsieur Philippot, vous êtes en train de nous dire que là, il y a tout à fait un équilibre dans la collaboration entre l'équipe et vous. Oui, c'est un équilibre, mais c'est même limite un réel besoin qui a été prononcé à un moment donné, c'est-à-dire que on est un peu le relais aussi ville-hôpital, j'ai presque envie de dire, pour certaines choses. Et il y a un réseau, c'est pour la greffe encore, je ne sais pas si pour d'autres pathologies ça se passe comme ça, mais il y a un réseau qui se crée hors association aussi autour de ces pathologies-là. Et du coup, nous, on vit des choses qui sont hors hôpital et qui fait que dans un parcours patient, dans l'expérience patient, ce n'est pas l'expérience de l'hôpital, c'est l'expérience de la maladie, c'est l'expérience de la pathologie. Et du coup, il est hyper intéressant d'apporter ça aussi à l'hôpital. Surtout lorsqu'on vient de parler de choses importantes comme ça. C'est un outil en plus dans l'expérience patient et donc il y a une belle collaboration qui se fait au CHU de Lille. C'est en train de prendre de l'ampleur parce qu'il y a une difficulté de recrutement quand même de ce type de patient. Moi, aujourd'hui, je peux le faire parce que j'ai le temps, c'est ça aussi. Je fais ça depuis 2019, hein, ça a été un parcours assez long. Et le contrat, c'est depuis début 2021 que ça a été mis en place. J'ai même participé à construire ce contrat-là. Donc, voilà, c'est au long cours, surtout pour des grandes institutions comme le CHU de Lille, mais ça arrive petit à petit. Oui, je voudrais rejoindre ce que vient de dire M. Philippot, car notre expérience d'éducation thérapeutique à l'APF ressemble beaucoup à celle qui vient d'être décrite. C'est-à-dire que dès le début, le patient expert est intégré et vraiment intégré complètement à l'équipe. Nous formons une équipe avec un esprit d'équipe. Aucune réunion ne se fait sans le patient expert et nous participons au départ, nous avons participé à l'élaboration du programme général, mais à chaque session, nous participons à la mise au point de toutes les séances. Et de ce fait, il y a une entente, une complémentarité, car il faut beaucoup insister sur cette complémentarité. En éducation thérapeutique du patient,
les professionnels ont la compétence technique, le savoir technique, mais le patient expert a sa propre expérience, le vécu, le ressenti de la personne atteinte de la pathologie ou du handicap. Et donc, il y a une totale complémentarité entre les deux. Donc, le patient expert ne peut pas être comme ça amené dans une équipe sans faire partie complètement de l'équipe. Pour revenir sur la partie financière, je ne sais plus qui demandait si on répondait à des appels à projets. Je peux juste porter à votre attention que la Fondation de France, tous les ans, a un appel à projet qui s'appelle Humanisation des soins. Et ils ont des lignes où on peut rentrer justement pour des équipes le besoin d'avoir des patients et de les rétribuer, parce que quand on fait ça depuis longtemps, et je suis ravie de voir mon collègue de Lille. Alors moi sur Lille, je suis en relation avec le professeur Patou sur un autre problème de santé. Mais oui, on peut répondre à des appels à projets. Alors ça peut être les associations, ça peut être les établissements. Moi, je pense que c'est mieux quand c'est le porteur du programme qui va chercher ça. Ça démontre une vraie volonté de professionnaliser le patient éducateur. Et d'autre part, moi, je suis pour ça. Tout simplement parce que aujourd'hui, alors moi j'interviens sur l'apnée du sommeil et l'obésité et chirurgie bariatrique. On est de plus en plus sollicité par des laboratoires pour être des patients éducateurs freelance. Donc, mais on n'est pas des vrais freelance, puisque derrière on a un laboratoire qui va nous défrayer ou nous salarier. On a à l'heure actuelle des laboratoires qui proposent d'embaucher des patients comme patients éducateurs et de les mettre à disposition d'équipes. Et je trouve ça, pour ma part, dangereux. Oui, dangereux parce que vous êtes sous la coupe de laboratoire ou parce que vous seriez salarié ou à partir du moment où tu es salarié d'un laboratoire, quid de ton indépendance de parole quand tu voilà, si vous étiez salarié d'un hôpital, vous ne seriez pas non plus indépendante, non? Là, il n'y a pas de business commercial derrière. Moi, voilà, c'est la pression de après jusqu'où peuvent-ils aller? Est-ce que on va me demander diplomatiquement de parler de telle et telle chose pour amener sur alors au niveau de l'obésité, on l'a vu sur des ceintures de contention. Voilà, où on parlait d'une marque incidemment, voilà. Donc c'est pour ça je trouve ça, je pense que c'est mieux que ce soit une institution qui n'a pas vocation, oui, à vendre quelque chose. Voilà, à vendre quelque chose. Voilà, les laboratoires, même si on en a besoin, ce sont toujours des laboratoires. Donc derrière, il y a toujours un intérêt commercial. Mmh. À propos des différents patients, bon, il faut savoir que si je prends le cas de mon CHU de Limoges, nous avons 44 programmes. Donc, ça veut dire, avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous a proposé que d'ici 2028, il y ait au moins un patient par programme. Donc, c'est un objectif très, très, très ambitieux. Bon, bien sûr, tous les programmes n'auront pas de patients. On ne trouve pas forcément facilement des patients non plus. Les associations nous en fournissent un petit peu, mais pas beaucoup. D'autant qu'eux aussi ont du mal à recruter des personnes pour leur association. Et du coup, pour y arriver, pour favoriser,
Quel serait selon vous, alors moi j'ai mis en place un mécanisme pour essayer d'arriver et d'améliorer les choses, parce qu'on trouve des fois des patients qui disent bah, je suis intéressé. Bon, il n'est pas formé, mais il a envie, etc. Et à l'inverse, il y a des équipes qui sont à la recherche de patients. Donc, ils les interrogent, ils disent et vous, ça ne vous intéresserait pas, et vous, ça ne vous intéresserait pas, voilà. D'autant qu'on a des fois des jeunes qui n'ont pas le temps ou sont moins investis, d'autres jeunes qui disent pourquoi pas, mais voilà, des horaires adaptés. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de très simple et du coup, comment favoriser ce recrutement que je reviens au point de départ. Alors, du coup, indépendamment des conventions, chartes, tout ce que vous avez dit, Monsieur Philippot, qui sont vraiment top là, avec une lettre de mission, au moins on est membre vraiment institutionnalisé de l'équipe, et du coup on est forcément membre de l'équipe de soins, puisqu'on a une lettre de mission qui s'impose, qui est co-signée, ce que vous avez dit, co-signée par les intervenants, le chef de service. Voilà, nous on fait pareil, et c'est le chef de service qui co-signe avec le patient, pour que ce soit bien clair que c'est un engagement du service. Voilà. Et du coup, comment on peut faire pour favoriser cette recherche de recrutement de patients? Est-ce que vous avez fait ce travail au niveau de Lille voilà, parce que avec tous ces programmes de TP, bon, il peut y en avoir 30, 40, peu importe, ça fait du monde à trouver. Voilà. Et après, comment organiser tout ça? Et comment favoriser, je dirais, la pérennisation aussi? Oui, le recrutement, c'est plutôt directement par les équipes, en fait, par les médecins qui portent les programmes, éventuellement les patients qui ont fait justement le programme d'éducation thérapeutique, comme ça ils savent un peu ce dont on parle, parce que l'éducation thérapeutique, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est plutôt les équipes, en fait, voilà, qui ont déjà repéré des gens qui proposent aux patients, mais après, ça se fait pas d'un seul coup, il y a des temps de rencontre, éventuellement des séances d'observation, des premières séances de témoignage, et puis après, si la personne est vraiment motivée, on propose la formation, puis un rôle un peu plus important. Mais après, quoi qu'il en soit, ça reste une rencontre avec l'ensemble de l'équipe, parce que ça sera un membre de l'équipe à part entière. Tout à fait. Mais ça vient plus de l'équipe que ça vient pas de l'UTEP, quoi, par exemple. D'accord. Mais après, une fois qu'ils ont contacté des patients qui seraient intéressés, comment vous l'amenez vers la convention, vers voilà, Alors pour le coup, nous à l'UTEP, on les rencontre, on leur explique vous les voyez comment. à ce moment-là. En général, on les voit. Après, c'est pareil, hein, on est plutôt dans les débuts, on n'en a pas eu 50 non plus, on n'est pas une grosse structure et on n'a pas eu 50 patients non plus, donc on a pu pour l'instant tous les rencontrer, on n'a pas été débordés non plus. Mais on les rencontre systématiquement, leur expliquant leurs droits et leurs devoirs, quoi, dans les deux sens, l'implication que ça peut faire. Faire attention par rapport à propre vécu, ce qu'on disait tout à l'heure, le besoin d'avoir éventuellement du recul, que ça peut être potentiellement difficile d'un point de vue psychologique pour certains patients qui pourraient être fragiles. Et puis après, voilà, la notion d'engagement, la notion de devoir, puisqu'on est dans un centre hospitalier, donc il y a la confidentialité, un petit peu avec la notion de on donne une place à tout le monde, mais en même temps chacun sa place aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on délimite d'emblée un petit peu quel va être le rôle de chacun et qu'il aurait une vraie place dans l'équipe, mais à l'inverse, il faut respecter aussi la place des autres, quoi. D'accord. Et si, quand il y a déjà des patients, par contre, intervenants, des patients ressources, c'est vrai que ça, c'est aidant parce que du coup, de pouvoir les faire rencontrer pour discuter entre eux, pour échanger leur expérience, ça, c'est bien. Mais il faut déjà avoir d'autres patients, en fait. Voilà, la rencontre entre patients intervenants, c'est bien, mais il faut déjà en avoir quelques-uns pour pouvoir organiser ça, quoi. Vous avez ça, Monsieur Philippot, chez vous? J'avoue que le recrutement, c'est compliqué. Là, on vient de faire un séminaire expérience patient dans l'idée déjà de plébisciter l'expérience patient au sein des services pour leur dire ça marche, c'est super intéressant, et d'essayer de rester en veille sur leur patientèle pour pouvoir déceler différents patients. Mais comment les déceler? Je n'ai toujours pas trouvé encore. Alors, j'ai peut-être une piste. J'ai remarqué qu'il y avait souvent des personnes dans l'éducation nationale ou des retraités d'éducation nationale, des gens qui aiment bien
qui sont dans l'éducation finalement, qui aiment bien faire ces choses-là, qui n'ont aucune difficulté pour aller parler de leur pathologie. Après, effectivement, il faut toujours cette histoire de recul sur le parcours, mais le professeur, l'enseignant peut-être déjà une piste. On est en train de monter un comité d'expérience patient aussi pour pouvoir essayer de regrouper ces différentes actions, ces différents acteurs, et pour que lorsqu'un futur patient partenaire, patient expert est décelé, de pouvoir peut-être intervenir auprès d'eux, entre patients, effectivement, leur expliquer un peu quels sont les genres d'émissions, et après les embrigader embrigader, c'est un gros mot, pardon, mais en fait les amener à la formation, directement. Il est certain que rien ne se fait sans les soignants, c'est toujours eux qui vont avoir l'œil sur le potentiel de ces patients à être un collaborateur, un partenaire. Et puis après, j'ai envie de vous dire que ça se fait surtout sur le temps, quoi, hein. C'est un cheminement assez long, et au plus il y aura de bonnes expériences partagées, au plus ça se fera, et au plus on arrivera à recruter correctement. Après, sur l'hôpital, c'est vrai que si on est aussi sur une démarche plus large de recruter des patients partenaires au-delà de l'ETP, c'est pas depuis assez récemment, c'est pas si vieux que ça. Et en fait, alors ils ont fait un appel à projet pour les patients partenaires, mais on s'est rendu compte aussi, au-delà de ça, il fallait qu'on communique auprès des soignants parce que c'est pas naturel chez tout le monde. Autant il y a des équipes chez lesquelles ça va être naturel et ils vont avoir la volonté et l'envie de travailler avec des patients partenaires. Autant pour d'autres, c'est pas quelque chose à laquelle ils sont habitués. Il faut aussi qu'on fasse une démarche auprès des équipes pour les inciter en fait à mettre en valeur ça, à le valoriser, à l'institutionnaliser, à le développer. Exactement. Déjà, les différents patients qui existent, hein, parce que souvent on est un peu perdu entre les patients partenaires, patients experts, les patients traceurs pour les certifications, les patients intervenants, les patients formateurs. Déjà expliquer ça aux différents soignants, même aux directions, aux institutions, savoir que ça existe, à quoi ça sert. Déjà, ça peut permettre aussi de sensibiliser tout ce petit monde au partenariat. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat aussi, et à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça peut apporter à la structure, aux soins, aux patients et aux soignants. Et donc ça, c'est hyper intéressant à faire. Nous, ça a été fait sur un séminaire. C'est un séminaire surtout pour démarrer quelque chose, et on a essayé de partager les bonnes et mauvaises pratiques aussi, ce qui s'est bien passé et ce qui s'est un peu moins bien passé. Et ça a été très bien reçu, et on pense que ça a donné quelques idées sur certaines pathologies. Bon, j'avoue qu'avec 40 programmes d'éducation thérapeutique, essayer de trouver 40 patients experts, ça peut être compliqué, mais en s'appuyant aussi sur les associations, pourquoi pas, oui. Et puis surtout que c'est en devenir, hein, ça commence à prendre de l'ampleur de plus en plus. Mais il faut un cadre, hein, surtout, on parlait rapidement des laboratoires, des choses comme ça. C'est vrai qu'on a des appels un peu bizarres en ce moment de structures qui veulent essayer de récupérer des patients dans tous les sens pour faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut bien se prémunir d'un cadre, de pouvoir former vos patients et qu'ils n'arrivent pas de n'importe où, qu'ils aient un discours accompagné aussi au niveau des structures. C'est super important parce que à un moment, ça va devenir le bazar si ce n'est pas fait. Je peux vous citer une expérience qu'on a mis en place au CHU de Limoges, justement pour mes 40 et quelques. Voilà. Et on s'est appuyé sur le modèle de Montréal, avec des patients, avec toutes ces typologies de patients. Et pour favoriser, alors là c'est au niveau de l'UTEP, c'est-à-dire sur le niveau transversal, hein, j'ai une patiente leader, enfin une patiente partenaire leader, salariée, intégrée à l'équipe de l'UTEP, donc à 2 matinées par semaine parce qu'elle ne peut pas au-delà, elle est très fatigable, et pour accompagner les équipes dans ce développement de recrutement, participer, voir avec eux quel niveau d'intervention est l'équipe, quel niveau de formation. Alors, quand je dis formation,
je ne parle pas toujours 40 heures parce qu'il y a des patients qui refusent les 40 heures. Ils disent, moi, je veux simplement témoigner, je veux, etc. Ne m'embêtez pas avec une formation. Et du coup, nous, on leur propose une formation, entre guillemets, une journée d'échange ou 2 après-midi d'échange, voilà, etc., sur la communication, sur la psychologie, voilà, avec une psychologue. Et puis après, ce que vous aviez dit très justement, je ne sais pas si c'est vous, Madame Dussopt, d'animer des retours d'échange, d'expérience entre les différents patients qui sont présents. Nous, on en a 14 pour le moment, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, qui a un objectif de beaucoup plus large. Donc voilà une expérience que nous, on a menée et qui va faire l'objet d'un projet de recherche. Voilà. Je voudrais simplement préciser que concernant cette idée de pool patient, la plateforme Etna a en projet de constituer justement un groupe à l'échelle régionale, parce que parfois, au sein des établissements, il y a peu de patients pour créer cette émulation. Et donc, l'idée serait de le faire à l'échelle régionale, ce qui n'empêche pas après, évidemment, de le répercuter et de créer des groupes par territoire. Mais en tous les cas, l'idée sera là pour la Nouvelle-Aquitaine dans les prochains mois. Une très bonne idée de réfléchir sous forme de GHT, effectivement, pour aller essayer de récupérer les différents patients partenaires qui peuvent exister sur le territoire. Ça, c'est super, super intéressant. J'aime beaucoup, docteur, votre l'idée d'une patiente salariée à l'UTEP. Là, dernièrement, ils m'ont trouvé un terme un peu pompeux. Je suis ce qu'on appelle un patient ambassadeur au CHU de Lille. J'ai cru que j'allais devoir distribuer des Ferrero Rocher partout, mais finalement, non. C'est juste que je viens plébisciter l'expérience patient au sein du CHU de Lille et même maintenant un peu plus largement au sein du GHT. Et on parle d'expérience patient, c'est surtout pour aussi après parler éducation thérapeutique, patient expert et patient partenaire. Le fait aussi que, tout à fait d'accord sur le fait des 40 heures, ça peut être un frein justement au recrutement. Et certains ont juste besoin de lâcher du récit thérapeutique. Et le récit thérapeutique, juste ça, avec, sans qu'il ait été travaillé après avant avec des soignants, juste le récit thérapeutique peut faire déjà extrêmement de bien dans des ateliers d'éducation thérapeutique. Il faut peut-être l'avoir entendu un petit peu avant pour certains soignants pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses difficultés, mais le récit thérapeutique, il peut faire aussi bien du bien aux patients partenaires qui vient le dire qu'aux patients qui vient recevoir ce récit-là pour se rendre compte que finalement, on est dans la même situation, quoi. On vit les choses un peu de la même manière. Voilà. Et le pool, pour le pool de patients, oui, c'est ça, c'est cette commission expérience patient qui est intéressante, un peu plus globale, avec une vision globale sur toute l'institution, sur tout ce qui peut s'y faire. Et puis, on parlait des patients. Alors, nous, on a créé quelque chose, c'est les patients associés. Et ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que même dans une convention innovation, on commence à mettre aussi le regard patient dans la convention innovation, et on communique dessus aussi pour expliquer que voilà, dans toutes ces différentes conventions, recherche, innovation, dans les dons aussi, et voilà, il y a le regard patient qui se met un peu plus, qui commence à arriver un petit peu partout. Puis bon, il ne faut pas se voiler la face aussi, ça fait partie aussi des certifications, du parcours maintenant, parcours patient. Donc l'expérience patient, ça prend vraiment de la place. Donc, autant aller à fond et inclure le patient le plus possible et l'associer dans les démarches de l'institution avec différents patients, différents profils de patients. Du patient partenaire, patient expert et le patient très institutionnalisé, comme moi je le suis aujourd'hui, qui vient participer à des grosses réunions dans l'institution et à la réflexion de comment amener l'expérience patient correctement au sein d'un établissement. Donc, un engagement, un engagement varié, en fait, selon le profil du patient, c'est-à-dire
un engagement, par exemple, au niveau des ateliers, et puis après, la personne peut s'engager en plus au niveau des institutions, etc. en fait. C'est différentes missions, donc c'est encore les lettres de mission. Moi, par exemple, j'ai 3 casquettes, j'ai 3 missions, bientôt 4 missions. Moi, c'est parce que j'ai le temps encore, hein, je le dis. Hein, là, ma greffe, je suis en invalidité 2e catégorie, donc j'ai encore un peu le temps avant de retrouver du boulot, même si je pense que je vais m'orienter dans ces voies-là, sur l'expérience patient, la démocratie en santé. Mais voilà, j'ai le temps aujourd'hui, je peux faire ça. Donc, il y a des lettres de mission. J'ai démarré avec l'éducation thérapeutique, me former en ETP, j'ai fait 80 heures, j'ai commencé à accompagner des patients. Au fur et à mesure, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'apporter certaines choses. J'ai formé en éducation thérapeutique après. Et puis aujourd'hui, je forme des soignants sur qu'est-ce que le savoir expérientiel, qu'est-ce que la collaboration patient-soignant, la communication patient-soignant. Enfin, c'est au fur et à mesure, ça s'est fait depuis 2019 à maintenant. Ça se fait petit à petit, on monte les échelons. Je suis très intéressé pour essayer de recruter aussi, pour trouver des personnes pour qui fassent comme moi. Parce qu'un jour, peut-être, j'arrêterai ça. Et je sais que l'institution a besoin de plus de patients. Donc, le recrutement, c'est vraiment un gros sujet. Mais pour moi, la base, oui, c'est vraiment le soignant qui doit réussir à trouver ça. Moi, de mon côté, j'ai essayé. Et je vous avoue que j'arrive pas seul. Même si je sais à peu près le profil qu'il faudrait, si ça ne vient pas de l'équipe avec qui ils veulent travailler, ça ne marchera pas. Madame Antoine, là, sur votre groupe je reviens à votre groupe régional de patients. Bon, c'est une idée intéressante. Après, quel est l'objectif? C'est qu'on puisse puiser sur une sur une banque de données de personnes. Ce sont des gens qui qui ont été formés. Ce sont des gens qui veulent s'investir dans le TP. Comment vous allez, d'autant que, comme l'a dit M. Philippot, c'est souvent un lien de proximité entre une équipe de soins et patients qui traitent, que se fait le recrutement la plupart du temps. Bon, ça n'empêche pas que des gens s'inscrivent dans un groupe régional ou départemental, peu importe. Et je voudrais voir comment vous envisagez cette articulation. Je ne la critique pas, hein, c'est simplement de dire, c'est une idée intéressante, mais comment le but, c'est qu'elle soit utile, opérationnelle et serve aux différents acteurs de l'ETP. Moi, je me dis, si j'ai quelqu'un de Limoges qui est dans cette banque, bon, c'est vrai, je me dis, ben, après tout, tiens, on n'a personne dans cette pathologie, on peut peut-être la contacter. Mais si elle est suivie par la polyclinique privée et pas par l'hôpital, vous connaissez ce qui risque de se passer, voilà, etc. Voilà. On est sur... Oui, je vois ce que vous soulevez. On est dans un atelier sur l'éthique. Il s'avère que les patients n'appartiennent pas aux soignants et que, en tous les cas, donc pour reprendre dans l'ordre. C'est la relation qui est au centre. Hein. Oui, oui. En tous les cas, l'idée de ce pool, c'est de monter une communauté de pratique, un groupe d'échange de pratiques entre usagers partenaires en ETP. Donc, ça veut dire des personnes qui sont déjà en activité d'ETP et qui ont besoin d'échanger sur leurs pratiques. Donc, en fonction des profils, l'idée, ça serait de pouvoir effectivement un petit peu cartographier leurs compétences de manière, avec un double objectif, de manière à ce que ce groupe leur soit utile dans la mutualisation de moyens, dans l'échange de pratiques, et d'autre part, cartographier leurs compétences et leurs souhaits de pouvoir intervenir ailleurs. Donc, soit dans d'autres programmes, qui peuvent être dans d'autres établissements, parce qu'encore une fois, un patient n'appartient pas à son établissement, un patient partenaire, hein, j'entends, et que très souvent, les remontées de terrain, c'est qu'on a des usagers partenaires qui ont envie de s'impliquer beaucoup plus,
mais que l'on sollicite très, très peu dans les programmes, dans un programme. Donc, essayer d'optimiser un petit peu ces compétences et de les mettre à disposition d'autres personnes. Donc là, c'est l'idée de base. Après, on va construire ce groupe et puis il s'enrichira dans ses objectifs en fonction aussi des personnes qui le constituent et des attentes et des besoins, d'une part des patients et d'autre part des professionnels. Ce que tu viens de dire, Paul, c'est intéressant. C'est Alexia. Alexia, pardon. Je rebondis sur ce que disait le docteur Delaveau. On a quand même des établissements où c'est compliqué d'être poli, qu'un patient éducateur soit poli établissement. Parce que on a l'impression, alors moins le sentiment d'appartenir, mais plus, moi j'ai fait bondir la semaine dernière parce que j'ai dit à un service, je lui ai dit mais moi je suis pas votre VRP, je suis pas là pour vendre votre parcours de chirurgie bariatrique. Je suis un patient éducateur qui va transmettre son vécu avec la maladie et la chirurgie bariatrique au long cours. Je suis pas là pour être. Vous avez vu, chez mon patient éducateur, on est bon. On est bon, on a un patient éducateur. Et c'est vrai que ce que dit le docteur Delaveau, c'est quelque chose qui est récurrent. Et je pense que d'avoir cette structure-là de patients ressources identifiés, peut-être ça va libérer le champ d'action des patients. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi hors Nouvelle-Aquitaine. Et par exemple, en Guadeloupe, alors je suis un peu embêtée avec le décalage horaire, mais c'est pas grave. On me demande d'intervenir dans un programme en Guadeloupe parce qu'on s'est rencontrés sur un congrès, ils n'avaient pas, voilà, et j'interviens maintenant dans leur programme. Moi, je pense que ça peut être aussi un gage de qualité et de sérieux à ce niveau-là. Je suis assez favorable, moi, à cette initiative. Et puis grâce au Covid, parce qu'il faut bien qu'il ait quand même des côtés positifs, le Covid, on a tous développé ce qu'on fait là, la visioconférence, et que avec la Guadeloupe, moi, je suis 2 fois par mois en visioconférence, et ça pose aucun problème. Par contre, ça demande à l'équipe et à l'éducateur de maîtriser les techniques. Je me permets juste de faire un tout petit point timing pour les co-animateurs. Puisqu'il reste à peu près une demi-heure d'échange. Voilà. Et vous avez l'intervention de Madame Jacques dans le chat. Oui. Madame Jacques, on n'est pas très nombreux. Si vous souhaitez prendre la parole, ça sera d'autant plus spontané et facile, je pense, pour rebondir sur votre remarque. Oui, alors j'ai hésité à couper le micro parce qu'effectivement, j'ai une très très mauvaise réception, moi, de mon côté. Donc, je ne sais pas du tout si vous m'entendez correctement. Donc, j'ai préféré effectivement faire part de ma réflexion par écrit. Est-ce que vous pouvez me confirmer que je suis entendue? C'est très haché, hein? Oui, là, on entend mal. Voilà. Et j'ai le même retour moi de mon côté, c'est pour ça que j'ai préféré écrire ma réflexion. La question, je peux me permettre, si vous souhaitez, je vais la lire. Oui, s'il te plaît. Actuellement, quelle est la place institutionnelle des associations de patients et ou France Asso Santé sur cette question? Est-ce qu'elle pourrait être davantage sollicitée pour transmettre ce message de recrutement, favoriser la mise en relation avec les équipes qui cherchent des patients partenaires, favoriser la formation et accompagner ces patients partenaires aussi sur le long terme? Peut-on imaginer leur confier cette mission de participation à l'évolution des pratiques en ETP et conventionner les associations actives sur le sujet? C'est intéressant.
Oui, vaste question. En fait, c'est le problème de l'accompagnement des associations pour mobiliser, sensibiliser et mobiliser de futurs patients experts. Est-ce qu'il y a un travail de ce côté-là qui est fait par les associations? Je vais parler pour la… Ah, oui, oui, tu fais partie de FAS, hein, Patricia, donc vas-y, je t'en prie. Voilà, oui, il y a un gros travail qui est fait par les associations. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de chance au niveau de la formation. Grâce à Aetna, on peut faire des demandes de subventions pour que les patients soient formés sans que ça coûte de l'argent ni à l'association ni aux patients. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, le problème, si je donne par exemple l'histoire de mon association, depuis 2015, j'ai formé 26 patients éducateurs, ce qui est énorme. Aujourd'hui, j'en ai 4 qui sont opérationnels. Ça veut dire que les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les autres, le problème du temps. Quand on veut participer, ben, c'est jamais si vous avez une activité professionnelle, c'est extrêmement compliqué. Pourtant, on avait des gens qui étaient extrêmement… Les équipes ont regretté, hein, mais à un moment donné, ben, le patient éducateur, il a besoin de mettre de l'essence dans sa voiture comme tout le monde, il a besoin de manger comme tout le monde et il se retrouve confronté à un choix. Et que ben, le côté financier et puis matériel ben, va passer avant. Donc, c'est là où c'est compliqué. Je pense que, je ne sais pas ce que mes collègues patients éducateurs en pensent, mais je pense que on arrivera à monter en qualité que par la professionnalisation de ça. C'est ce qui se passe en Occitanie. Et en Occitanie, il n'y a plus ce débat. Le problème, c'est que sur le territoire, ben, je vais vous dire un peu mon retour, c'est j'interviens sur Lyon, il y a autant de modes d'emploi que de régions. Et c'est un peu compliqué. Même au sein de la région, c'est différent parce que moi, l'Allier, c'est la même région que Lyon et ils en sont pas au même point que nous parce que c'est un grand CHU et nous, on a un petit CH et tout. Donc, les patients ne sont pas rémunérés non plus. Au mieux, ils sont indemnisés sur les frais kilométriques. Mais enfin, même au sein de la région, en fait, il y a aussi les établissements qui n'ont pas les mêmes politiques en fonction de leurs moyens. Après, je pense que c'est aussi peut-être au monde de l'éducation thérapeutique, donc je pense soignants et patients, de sensibiliser les institutions parce que, comme on dit à Monsieur Delaveau, c'est bien, il faudrait que vous ayez un patient dans chaque programme. OK, mais derrière, le financement, ça se passe comment? Voilà, donc… Il y a le côté financement, puis le côté très incitatif, c'est bien, mais du coup, faut pas, c'est gênant de vouloir recruter quelqu'un pour recruter quelqu'un si c'est pas on va dire le bon patient pour la bonne équipe, faut que ça reste un recrutement de qualité, on va dire, et que ça se passe bien pour tout le monde et pour le patient et pour. Donc moi, je suis très pour qu'il y ait des patients dans les programmes, mais du coup, le côté obligatoire, des fois, peut conduire à des choses où les gens le font par obligation et ça se passe pas forcément bien, quoi. J'entends, mais lorsque vous recrutez une diététicienne ou un psychologue, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne dans votre programme? Non, non plus, mais du coup, des fois, c'est moins délicat pour un hôpital de cesser le contrat avec un professionnel quand ça se passe mal. C'est plus difficile des fois de stopper avec un patient qu'on allait chercher bénévolement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne l'a pas écrit et il n'y a pas la posture. C'est vrai. Voilà. C'est juste ça. Moi, je pense que le patient, c'est un éducateur comme un autre avec les mêmes règles. Et quand on met cette période d'essai qui permet à tout le monde de voir et de faire un bilan après, là, moi, sur un programme, on en est au 3e psychologue qui s'en va. Et à chaque fois, on nous dit, ah, ça y est, on a trouvé le bon. Bah ouais, mais là, on en est à 3. Alors que les patients éducateurs, ils sont fidèles, ils sont là depuis un moment. Vous voyez, je pense que il faut penser, il faut pas spécialement penser que c'est un patient, c'est un éducateur et on le traite comme si c'était un autre éducateur.
Et quand ça ne va pas, il y a un coordinateur de programme qui met un entretien en face à face et on discute et on s'explique comment il ressent les choses, comment l'équipe le ressent, pourquoi il y a un problème, au même titre qu'il y aurait un problème avec une diète, un psy ou un médecin. Ce que j'entends, Madame Novak, je repars de ce qu'a fait l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans leur programme régional, le projet régional de santé, d'avoir un patient par programme. Bon, d'ici 2028. En plus, il y a une date, on ne sait pas d'où elle sort. C'est 2028. Bon. C'est la fin du schéma régional de santé. Le schéma régional. Bon. Et du coup, on ne donne pas, comme vous dites, le mode d'emploi. C'est voilà, ça c'est l'objectif et débrouillez-vous. Et alors que du coup, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir aussi un engagement d'une directive régionale, peu importe le mot directive, qui fixe justement les critères à la fois de recrutement, mais aussi de financement qui permettent, d'autant qu'il y a une enveloppe régionale, l'enveloppe, le FIR, qui est très important sur le TP. Nous, on a 250 € par patient par an, à condition que ce ne soit pas pendant le temps hospitalier. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir consacré une enveloppe spécifique patient, au moins pour payer les frais de déplacement? Parce que le côté budgétaire pour un hôpital, je peux vous dire que dès que vous dites qu'il y a 1 000 € à mettre pour un patient dans une année, ils vous disent il y en a combien de patients? Ah ben, j'en ai 12, 14. Bon, mais ils vous disent c'est pas la peine, au revoir. Voilà, on ne peut pas être dans le déficit, etc. Parce qu'il n'y a pas d'orientation régionale, sauf celle qui dit il faut un par programme. Donc, ça pourrait être sur le plan éthique, justement, d'avoir un processus, même si c'est une directive, qui favoriserait cet équilibre, de dire oui, les patients sont utiles, oui, les patients sont des soignants sont des co-soignants, hein, voilà, co-soignants pour eux et co-soignants pour les autres. Du coup, on envisage de le faire, mais on y met tel moyen. Voilà. Ce qui manque toujours, c'est les moyens pour y arriver. Et du coup, on tournicote autour de tout ça. Après, derrière, il y a des expériences, comme M. Philippot nous a montré, qui est vraiment très intéressant. Voilà, ils ont tout structuré, donc ça, c'est utile. Moi, j'ai mon patient leader, là, que je trouve ça très, très utile, parce que je pense mon patient leader aura plus de poids vis-à-vis de recrutement que moi, si je les reçois, parce que c'est la relation un peu déséquilibrée. Comme disent tout souvent les infirmiers, quand je les vois tous les deux discuter, votre patiente leader et mon patient, ça match tout de suite. Voilà. Donc, on comprend très bien ce qui se passe. Donc, ça match. Donc, alors que moi, si je les vois, c'est oui, docteur, etc. Donc, il y a une relation de distance, alors que ce n'est pas voulu, cette relation de distance, mais elle est asymétrique d'un seul coup. Avec le patient du TEP, ça match. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'il y a plein d'expériences dont on peut s'appuyer, mais derrière, est-ce qu'il ne faudrait pas, sur le plan, je dirais, sur des critères éthiques, que justement l'ARS aille plus loin dans sa démarche éthique. Monsieur Marcoux nous a dit que budgétairement, c'était toujours compliqué, parce que lui, on lui demande de pas trop dépenser, mais enfin, il pourrait y consacrer peut-être une priorité sur ce point. Voilà, donc c'est quelque chose que je pense intéressant, indépendamment des formations, on a vu, parce que en plus, les choix d'intervention, comme a dit M. Philippot, on utilise de plus en plus l'expertise patient pour la formation des étudiants en médecine, pour les IFSI, etc. Enfin, bon, on en met dans tous les cursus et c'est souhaitable. Voilà. Organiser l'intervention, ça manque de l'équipe, donc là, les conventions, etc. La reconnaissance institutionnelle, si le chef de service a signé et si le directeur des soins ou le directeur de la qualité a signé, en plus, c'est encore plus de force.
Voilà. Et puis d'animer derrière des retours d'expérience, c'est ce qu'a dit M. Philippot, on se réunit, on fait des comités, je ne sais plus comment il appelait ça, d'expérience patient, voilà. Et puis derrière, il y a cet accompagnement au long cours pour pas que les gens se fatiguent de leur rôle. Et on peut le comprendre, il y a des patients qui disent moi ça suffit, je suis intervenu, ça fait 2 ans, voyez-vous, je veux bien passer la main. Voilà. Et on se dit, mince, il était bien celui-là. Alors, vous avez parlé des diététiciennes, mais on peut l'avoir aussi avec les patients. Hein. Voilà, on a le bon patient et puis il dit oh là voilà, j'en ai assez. Et du coup, parce qu'on n'a pas d'accompagnement long cours, on ne met pas ça en place. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place, je débute juste, hein, c'est des échanges de pratiques avec les patients et une psychologue, un pédagogue et ma patiente leader. Et on se voit tous ensemble. Et il permet d'échanger, de répondre à leurs difficultés, de voir leurs difficultés et même d'être aussi un intermédiaire entre le service et les difficultés qu'ils nous expriment, parce que ce n'est pas toujours exprimé. On n'ose pas des fois dire qu'on les utilise mal, quoi. Voilà. Donc, et du coup, là, en échange d'expérience, ça ressort. Et j'ai même fait une enquête anonyme par questionnaire et j'ai été un peu surpris des réponses en disant je viens et des fois on me dit ah vous êtes là bon voilà on avait oublié qu'il y avait le patient qui était là donc ça colle pas quoi il y a plein de choses qui vont pas donc il y a plein de pistes aussi je dirais en haut de l'ARS jusqu'à ceux qui font le TP, il y a tout un tas de démarches, de processus qui vont pour respecter la place du patient, pour qu'il a, comme je disais, rééquilibrer ce partenariat et en faire un vrai partenariat. Tous les critères et tout le processus, et à chaque étape du processus de recrutement, de choix d'intervention, on voit bien qu'il y a un processus là qu'on a listé avec Madame Marsan, et qui fait qu'il y a un processus et des critères qui vont aller derrière et des modalités qu'on peut proposer derrière et surtout favoriser, comme le fait aujourd'hui Aetna, des échanges d'expériences. Une chose qu'on oublie aussi, c'est que souvent le patient, il est polypathologique et que on nous met toujours dans des cases. Si vous êtes sur un programme diabète, on ne pense pas que peut-être vous avez de l'apnée du sommeil aussi et que vous pourriez aller aider l'équipe qui a un programme. L'équipe va aller chercher un patient éducateur. Donc voilà, peut-être un patient peut intervenir sur 2 programmes en fonction des pathologies qu'il a. Oui. Nous, on a le cas en diabète et néphrologie. Après, c'est vrai qu'aussi au niveau des équipes, des fois on est embêté parce que comme on n'a pas beaucoup de patients, on a peur de trop les solliciter, justement de trop les fatiguer parce qu'on les fait intervenir et avec les patients et dans les formations professionnelles et dans les formations 40 heures et dans les projets de programme et tout. Donc des fois, voilà, on a l'impression d'être très, très demandeur, quoi. Oui, et bien, ça devient un métier après. Bah oui, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas non plus les épuiser, quoi. Je remercie la personne de son intervention parce que c'est exactement ça, ça devient un vrai métier. Oui, c'est un métier. Hein. Après, nous, dans notre programme d'éducation thérapeutique à la Maison de la Nutrition, on a un patient expert et qui est heureusement bénévole et on souhaiterait le rémunérer, mais pour cela, il faudrait qu'il nous fournisse une facture ou qu'il soit salarié et salarié, je ne pense pas que ça soit possible, pas pour une question de moyens, mais tout simplement parce que on n'aurait peut-être pas, ou il y aurait peut-être pas assez d'ateliers où il interviendrait en tant que salarié. Mais s'il nous faisait une facture, il faudrait qu'il crée sa propre société ou qu'il ait un numéro SIRET. Donc, en fait, il faudrait qu'il devienne un professionnel éducateur. Oui, puis il y a plusieurs structures qui ont posé le problème avec les patients qui sont des fois en invalidité ou qui ont des pensions, le fait d'avoir certaines rémunérations pour pas qu'ils dépassent leurs droits. Alors, je ne suis pas experte en la matière, mais des fois, ça peut poser problème avec leur statut.
à fait. Donc, en fait, professionnaliser ou rémunérer les patients experts, c'est pas si facile que ça. Non. Nous, pour notre patiente salariée, on a pris contact avec la CEPAM parce qu'elle est en invalidité catégorie 2 pour savoir quel était le montant possible de rémunération complémentaire qu'on pouvait lui apporter. Oui. Voilà. Donc, pour pas que ça touche son invalidité. Ouais. Et donc, il y a cette possibilité, mais il faut que la caisse primaire nous a fait un courrier officiel en disant, voilà, vous pouvez aller jusque-là et ne pas dépasser ce montant. Voilà, donc, c'est vrai. Je parlais à l'université, par exemple, on ne peut pas payer les patients. L'université ne peut pas payer des patients comme intervenants. Ils ne peuvent être que bénévoles. Vous voyez, il y a plein aussi de gags comme ça qui sont quand même pas très agréables, je trouve. Voilà. Si je ne me trompe pas, à l'université, ils payent les intervenants en fonction de leur niveau de diplôme, non, c'est ça? Parce qu'il me semble que nous, on a des… J'avais entendu des universités qui le font, mais en fait, ils ne le font pas du tout sur leur statut de patient, mais sur leur statut qu'ils avaient en termes de professionnels. Donc, il peut y avoir des grandes différences en fonction de leur formation de base qui n'a rien à voir avec ce dont ils interviennent en tant que patients à l'université, du coup. Il y a quand même des expériences d'une université à l'autre qui permet de rétribuer des temps d'intervenants dans des IFSI. Notamment sur Bordeaux, il y a certains critères qui permettent quand même que des patients puissent avoir le défraiement au taux horaire habituel d'un intervenant extérieur. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, hein, c'est des règles internes qui sont fixées. Hein. Oui, mais en fait, il faut, comment dire, sur le plan comptable, il faut un justificatif. Non, en fait, ils demandent au CHU, pas une facture. Au CHU, ils demandent le RIB et apparemment, ça suffit. Il faut simplement rentrer dans certains critères, genre ne pas avoir plus de 68 ans. Voilà. Mais pour des personnes, pour des patients, c'est par exemple possible sur Bordeaux. Donc, je vous dis, il y a des règles qui peuvent apparemment bouger selon certaines institutions. Nous, ce que nous avons fait au sein de notre association, on a travaillé avec un commissaire aux comptes et ce que l'on fait, c'est l'association qui facture une prestation à l'établissement de santé. Donc, on passe une convention avec l'établissement et on établit tous les mois une facture. Après, en interne, on va défrayer le patient éducateur. Alors, tous ces frais sont pris en charge. Certains qui font de la route, on a mis une voiture de fonction à disposition. Voilà, il y a des modes, hein, il y a des choses parce que en ruralité, les transports en commun, c'est un peu compliqué. Donc, quand ils utilisent leur voiture, il y a l'usure de la voiture. Je veux dire, au niveau fiscal, il y a des choses bien précises. Et donc, avec ce comité aux comptes, on a défini, nous, un mode de fonctionnement. Et nos patients éducateurs, ma foi, sont assez contents. En attendant de pouvoir salarier. Le jour où on pourra les salarier, l'association, nous, c'est ce qu'on va chercher. Hein. Là, on est en train de monter des appels à projets, on répond à des appels à projets afin de pouvoir salarier les éducateurs. Ils seront salariés de l'association. Oui, c'est vrai que ce système est intéressant. Là, de passer déjà par l'intermédiaire de l'association, du coup, c'est une bonne intermédiaire, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour, ça rebondit sur le message que nous avait laissé Madame Jacques. Beaucoup des usagers partenaires en ETP qu'on a repérés ne sont affiliés à aucune association pour tout un tas de raisons. Donc, ils interviennent en leur nom propre et effectivement, ça soulève des questions de positionnement, d'assurabilité, d'encadrement, d'accompagnement. Qui sont l'objet d'un autre débat, mais voilà, ça questionne dans un sens comme dans l'autre. Hein, pourquoi ces patients ne se sont pas rapprochés d'une asso et peut-être pourquoi ces assos n'ont pas su accueillir ces personnes
Alors, pour être dans un petit département, avec une grande ville, on n'a pas forcément un tissu associatif de patients qui est très important. Donc, nous, on comprend vraiment que les patients, des fois, ne soient pas affiliés parce que si c'est pour aller dans un autre département ou dans une association qui n'est pas présente locale, ils n'ont pas forcément envie eux-mêmes de monter l'association, d'être meneur au niveau de l'association. Ils voudraient bien être inscrits à une association, mais pas forcément d'être meneur. Et du coup, il n'y a pas forcément le tissu local associatif pour les associations de patients qui permet qu'ils soient affiliés, en fait. Pour tout vous dire, au sein d'Aetna, alors là, c'est vraiment que des prémices, hein, on est aussi en train de s'interroger sur peut-être, dans le futur, la possibilité de permettre à des patients d'adhérer à Aetna de manière à pouvoir utiliser les services supports de notre format associatif qui leur apporterait un cadre pour leur intervention en ETP. Voilà, c'est en réflexion. J'ai l'expérience de 2 patientes qui étaient cooptées par les soignants qui se sont impliqués dans les programmes de TP. Eh bien, 2 ans après, elles ont eux-mêmes sont rentrées, elles ont même créé l'association locale de Landard, de la rhumato. Et la deuxième, ma patiente leader, est en train de réfléchir, puisqu'elle fait de la nutrition parentérale, donc avec toutes les stomies, etc., de prendre en main l'association nationale alors qu'il n'y a rien sur notre Limousin. Donc, vous voyez que la démarche peut être dans les 2 sens. Hein. C'est-à-dire que des patients qui s'impliquent finalement dans le programme de TP peuvent aussi aller faire une démarche eux-mêmes vers l'associatif. Donc oui, tout à fait. Ouais, ça peut lancer l'initiative, oui, tout à fait, oui. Voilà, et c'est intéressant de voir que les gens ont cette démarche. En néphrologie, on a un homme aussi, un jeune, qui a envie de s'impliquer dedans. Voilà. Donc, alors qu'il ne vient pas d'une association. Et des fois, il découvre l'association. Voilà. J'ai eu une personne sur l'association François Aupetit, là, pour les maladies chroniques de l'intestin, qui vient, donc je les ai fait intervenir en visio depuis Paris. Et lui m'a dit, mais je ne connaissais pas cette association, c'est génial, il y a plein de ressources, il y a plein de trucs, voilà, je vais adhérer. Donc, voilà. Donc, là aussi, on est à l'interface pour faire connaître les associations. Et de l'autre côté, eux se mettent en interface avec l'association qui les intéresse. Donc, l'UTEP aussi a ce rôle d'interface avec les associations. Alors, nous, on a un groupement de 18 associations qui s'appelle la Marguerite à Limoges. Voilà. Donc, c'est quand même plus facile avec un interlocuteur unique, un peu comme Aetna, mais qui représente l'ensemble des associations, pratiquement l'ensemble, et c'est qu'un interlocuteur unique de l'association de malades. Hein, voilà. Il y a d'autres associations, bien sûr, mais là, c'est des associations de malades. Voilà. À propos de la place des patients et la position de France Association Santé, si ça vous intéresse, alors je fais de la publicité, le 20 octobre à Limoges, on a une journée de TP dont le thème est le partenariat en santé, la part du savoir patient. Et je fais venir justement Gérard Raymond, qui est le président national de France Association Santé, Alban Orsini, qui est un écrivain, acteur et diabétique. Donc, il est passionnant à écouter, un philosophe du soin, et également Emmanuel Jouet, qui est à Paris, qui a travaillé sur le modèle de Montréal voilà, merci. Voilà. Donc, là, j'aurai le président national de France Association Santé et il va nous parler de l'ETP, des patients partenaires, des usagers, le comité, comment faire travailler des patients intervenant dans les programmes avec le comité des usagers aussi. Vous voyez, qui est stratégique et plus politique. Donc ça, c'est aussi des enjeux, voilà, qui est pour vraiment la démocratie sanitaire, pour développer la démocratie sanitaire, au-delà de l'ETP. Mais vraiment inscrire la place des patients dans tous ces domaines qui va favoriser leur implantation. Après, on s'est un peu éloigné là, de notre thème.
Donc, du rééquilibrage, je crois qu'on a quand même pas mal de pistes après les expériences que vous avez données, vraiment intéressantes, pour favoriser cet équilibre qui est toujours fragile. Hein. Voilà, il faut le savoir. C'est comme les équipes de TP chez nous. Ça n'arrête pas de tourner. Les équipes de soins, ça n'arrête pas de tourner. M. Philippot, ou je ne sais plus, ou Mme Novak a vu la psychologue, la bonne, elle en a vu 3 à suivre. Voilà. Et nous, on a cette grosse problématique du maintien même des programmes, des fois. Des patients veulent s'appliquer et des fois, le programme, il s'arrête parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Et c'est désespérant pour les patients intervenants. Donc, c'est vraiment une situation fragile. Le TP est souvent le sacrifié. Je pense que c'est l'heure de s'arrêter pour accueillir le deuxième groupe. Juste, si effectivement vous estimez que c'est la fin de cet atelier, je vous propose de répondre à un sondage sur cette première partie de journée. Peut-être, Monsieur Delaveau, vous vouliez intervenir juste avant? Non, mais c'était juste avant, parce que là, on a coupé la parole à tout le monde, en disant vous n'avez plus le droit de parler, s'il y avait une remarque particulière, quoi, juste avant de clôturer. C'était juste ça. Mais c'est vrai qu'on a dépassé l'heure. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autres remarques. Merci pour ces échanges qui sont très riches et très instructifs pour ma part. Merci, Mme Novak. Voilà, donc on vous propose de nous donner votre avis sur cette journée-là, dans son état d'avancement actuel. On reposera les mêmes questions à la fin de la deuxième session d'atelier, mais comme certains d'entre vous ne font pas les 2 sessions, on vous propose donc d'y répondre là, dans les quelques minutes qui arrivent avant de clôturer. On a une question dans le chat de Madame Jacques. Je ne sais pas si on s'est éloigné de la question. Il paraîtrait surtout que le financement et la professionnalisation des patients partenaires soient au cœur. Merci à tous. D'accord, elle a raison. Ok, super. Apparemment, tous les participants ont pu répondre à la question du sondage. Je pense que pour ma part, j'ai récupéré les informations que je souhaitais. Donc là, on se logue sur le groupe sur lequel on est inscrit. Alexia, c'est bien ça? Oui, alors il y a une petite demi-heure de battement. Oui, c'est ça, à 16h alors. Voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Bon, ben, dans un autre groupe. À bientôt tout le monde. Merci de vos échanges. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir.